va commencer cette session dans notre module d'Apimet. Donc, merci aux étudiants qui ont été à l'initiative de cette rencontre, et puis bien aux gens donc de l'INRA, GFL, donc et Madame Berthoud, donc du CTPS, du GVS. Donc pour nous faire cette intervention qui est un peu aussi dans le cadre de Mobidiv. Donc je vais peut-être faire un petit tour de table des intervenants pour que il y a des enseignants là qui vous connaissent pas, peut-être que les étudiants vous connaissent mieux. Mais voilà, ça nous permettra de faire un petit point sur les personnes qui interviennent. Merci. Okay. Donc, je sais pas, Aline. Ouais, d'accord. Donc, Aline Fugeret-Scarbel, donc je suis ingénieure d'études au laboratoire, donc c'est GAEL et pas GAFL. GAFL, c'est Avignon, c'est les fruits et légumes, je crois. Génétique, amélioration des fruits et légumes. Donc, nous, c'est GAEL, c'est Laboratoire d'économie appliquée de Grenoble. Voilà. Et donc, on travaille, alors dans le laboratoire, on a trois axes de recherche. On en a un sur la consommation alimentaire, un sur l'énergie. Et nous, avec Stéphane et Adrien, on est dans l'axe innovation. Et on travaille plus spécifiquement sur les innovations en amont des secteurs agricoles et notamment sur les innovations dans le secteur des semences. Donc, à quelles conditions se crée l'innovation, quelles conditions réglementaires, quelles conditions en termes de stratégie des acteurs et à quelles conditions elle se diffuse. Comment on corrige les défaillances de marché, voilà, c'est ce genre de questions qu'on va regarder. Et donc pour ma part, je suis donc ingénieure d'études, donc je suis ingénieure en agriculture de formation et donc je travaille sur la compréhension des filières agricoles, des stratégies des acteurs, en mobilisant des méthodologies qualitatives dont on va vous parler un peu tout à l'heure, donc basées sur des enquêtes, des entretiens auprès des acteurs pour comprendre comment les filières s'organisent. Et je suis par ailleurs coporteuse du projet de recherche Mobidiv, donc que je coporte avec Jérôme Anjalbert, que la plupart d'entre vous ont déjà vu intervenir, donc qui est directeur de recherche au département BAP à GQE. Donc Mobidiv, c'est un projet qui s'inscrit, donc c'est un projet PPR, donc programme prioritaire de recherche, cultiver et protéger autrement. C'est un projet sur 6 ans et qui cherche à mobiliser le levier de la diversification des cultures, donc le fait de cultiver plusieurs variétés ou plusieurs espèces dans une même parcelle comme levier pour se passer des pesticides. Donc ça pose un certain nombre de questions au niveau biologique, génétique, etc. Comment on identifie les interactions de plante-plante, comment on identifie des gènes derrière qui sont impliqués dans ces interactions plante-plante pour sélectionner pour cette diversité. Et puis, ça pose des questions au niveau de la filière, comment on incite à la diffusion de ces mélanges de variétés et d'espèces en termes réglementaires, en termes de financement de la recherche, etc. Voilà, donc je suis impliquée sur ce volet recherche en sciences sociales dans le projet et puis sur la coordination du projet. Et je crois que j'ai fait le tour. Je prends la parole. Donc moi c'est Adrien Hervouet, je suis chargé de recherche à l'INRAE ou GAEL avec Aline et Stéphane. Donc je participe aussi à Mobidiv sur les mêmes questions que Stéphane et Aline, et avec Virginie également. Moi je fais surtout de l'économie industrielle, donc je m'intéresse à l'étude de la stratégie des firmes, et je fais aussi de la modélisation un peu néoclassique. Voilà. Bonjour, Stéphane Lemarié, moi je suis chercheur INRAE aussi et je travaille avec Aline et Adrien donc sur les mêmes thématiques, donc je ne vais pas répéter les mêmes choses. Je termine le tour de table. Donc Virginie Berthoud, là cette fois-ci je vous embarque sur Angers. Je travaille au GVS depuis 2007. Je suis secrétaire générale du CTPS depuis 2018. Et donc, on pourra le voir tout à l'heure sur la partie réglementation. Le CTPS est une commission administrative à caractère consultatif qui a été mise en place depuis 1942 et qui est là pour à la fois conseiller le ministère dans tout dispositif réglementaire variétés, semences et plants,
mais également de manière très opérationnelle pour pouvoir instruire les demandes d'inscription au catalogue officiel français des variétés. Et je suis également ingénieur agronome. Ok, merci. Et donc, de notre côté, on a deux promotions, deux options de Supagro, enfin de l'Institut Agro Montpellier maintenant. Il faut s'habituer à dire ce nouveau nom. Donc, APIMET et le Master CEPMET qui est associé, donc centré sur l'amélioration des plantes et la sélection des plantes. Et puis, je vais laisser, j'avais un collègue où il est là, oui, pour présenter ton option. Pasquale Lubello, donc enseignant-chercheur ici à Montpellier Supagro, Institut Agro Montpellier, et donc responsable de la formation EcoDeva, économie, environnement, agriculture et aussi institution. Voilà. Ok, merci. Donc, on va pouvoir commencer vraiment le vif du sujet. Donc, on avait mis à disposition un certain nombre de ressources pour déjà introduire le sujet d'aujourd'hui. Et donc, la première partie, c'est un peu le retour que vous en avez, vous les étudiants, par rapport à ces premières visions. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants? Merci pour me donner l'opportunité d'échanger avec vous, de présenter un petit peu cette situation autour de la réglementation semences extrêmement, comment dirais-je, sans parler de réglementation changeante. En tout cas, c'est une évolution, des évolutions assez récentes et puis des évolutions qui risquent encore de se produire dans les prochaines années. Et donc, c'est l'occasion de pouvoir faire un temps d'échange sur ces sujets, puisque vous allez voir que sur certaines thématiques évoquées dans la réglementation semences, on s'approche vraiment des objets évoqués par Aline dans le projet Mobidive, mais plus globalement d'enjeux associés à la transition agroécologique, et on fera un focus spécifique sur la dimension agriculture biologique et la partie mélange. Donc, c'était important nous semble-t-il, pour rentrer plus spécifiquement sur ces deux thématiques, mélange et agriculture biologique, petit 1, d'avoir un prérequis, c'est-à-dire d'avoir à minima consulté les précédentes interventions que j'avais pu faire, notamment sur les bases de la réglementation vis-à-vis des variétés semences et plants, avec tous les dispositifs autour de l'inscription des variétés, notamment la DHS et la VATE. Que je considère que ces bases-là sont relativement acquises et je ne reviendrai pas dessus dans le cadre de ma présentation. On va plutôt se concentrer sur deux thématiques donc spécifiques, la partie mélange agriculture biologique. Et puis avant de rentrer dans ces deux zooms thématiques, on va faire un point sur les évolutions en cours de cette fameuse réglementation matérielle de reproduction des végétaux. C'est un cible que vous allez retrouver assez régulièrement, MRV, pour matériel de reproduction des végétaux. Ça veut dire en gros semences et plants. Et donc, on va commencer par faire un point sur les évolutions en cours dans cette réglementation européenne MRV. Et puis enfin, on prendra un petit peu plus de temps pour rentrer avec deux spécificités sur la partie mélange et la partie agriculture biologique. Un premier point aussi à garder en tête, je vais, dans le cadre de ma présentation, je vais surtout me focaliser sur, on va dire, la partie génétique, la partie variété ou s'en approchant. On évoquera très peu la partie, la spécificité liée à la qualité des vecteurs de cette génétique, qui sont ces semences et plants. Donc, on ne parlera pas de certification des semences, on parlera très peu de certification des plants. Et donc, j'aurai plutôt une intervention spécialement sur la partie variété, donc plutôt génétique. Donc, on va commencer par faire un petit point sur l'évolution de la réglementation matérielle de reproduction des végétaux actuellement discutée au niveau européen, avec un petit rappel qui me paraît absolument essentiel pour qu'on comprenne bien de quoi on parle tous ensemble.
D'où vient cette réglementation sur la mise en marché des variétés semences et plants? Elle vient d'une demande qui avait été initialement portée par les utilisateurs des semences et plants, donc les agriculteurs, qui, avant que cette réglementation n'existe, étaient confrontés directement à leurs metteurs en marché, à leurs fournisseurs, et avaient, que ce soit les deux parties, que ce soit agriculteurs ou metteurs en marché de semences et plants, manifesté une vraie volonté d'encadrer la loyauté de ces fameuses transactions commerciales entre deux intervenants. Et ça, pas uniquement pour pouvoir repeindre le salon, mais vraiment parce qu'il était question de production agricole, de sécurisation de la production agricole. Cette réglementation matérielle de reproduction des végétaux, elle a été mise en place au cours des années 30, essentiellement dans un objectif au début d'assurer la qualité sanitaire et physiologique des semences qui étaient mises en marché. On parlait à ce moment-là essentiellement de semences de blé, voire de tubercules de pommes de terre. Et puis à partir de la fin des années 30 et puis plus généralement après la Seconde Guerre mondiale, on a vu rentrer dans cette dimension uniquement initialement de qualité physiologique et sanitaire des semences et plants, l'arrivée de la dimension amélioration des plantes, avec au début, avant la Seconde Guerre mondiale, un aspect, on va dire, relativement descriptif de la morphologie des cultivars, des accessions mises en marché. Et puis, dans un second temps, après la Seconde Guerre mondiale, l'introduction de la vérification d'une valeur culturelle pour les espèces agricoles. Il faut bien se repositionner dans la dimension historique qui était celle de la sortie de la Seconde Guerre mondiale en France, où manifestement, il y avait un enjeu d'accélérer la production agricole pour nourrir la population française. Donc, c'est vraiment cette réglementation semences, elle a été elle a été mise en place à la demande explicite des utilisateurs pour pouvoir leur garantir une qualité optimale du matériel végétal qu'ils vont pouvoir acheter pour pouvoir semer dans leurs champs et plus généralement implanter dans leurs vergers, etc., qui puissent être à la fois de bonne qualité physiologique, de bonne qualité sanitaire, mais également avoir une identité variétale qui soit garantie. Et dans l'identité variétale, en général, ce qu'on attend, ce n'est pas tellement en tant que telle l'identité, mais c'est plutôt les performances qui sont associées à cette identité variétale. C'est une réglementation qui a été mise en place dans l'objectif d'apporter cette fameuse garantie par la puissance publique ou en tout cas sous sa délégation, sous sa supervision. Donc c'est quelque chose, c'est un rôle qui a été vraiment pressenti comme ça très tôt. Et outre l'aspect d'encadrement de la loyauté des transactions commerciales, au fur et à mesure des années, la puissance publique, le ministère de l'Agriculture, a transformé cette réglementation variété semences et plants, donc MRV, non plus comme uniquement quelque chose de descriptif, mais aussi un outil d'orientation, d'appui aux politiques publiques. C'est ce qu'on va pouvoir évoquer quand on parlera des plans comme Ecophyto, que vous avez déjà probablement dû voir évoquer, sur la réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques, mais également des sujets autour de la biodiversité. Donc vraiment, cet outil, vous le savez bien, cet outil de semences et plants, cet objet variété semences et plants étant à l'initiative au début de beaucoup de chaînes de production agricole, c'est clairement un enjeu qui a été pris en charge rapidement par le ministère de l'Agriculture pour en faire un outil d'orientation des politiques publiques. De manière très résumée, cette réglementation matérielle de reproduction des végétaux, elle s'applique à un très très grand nombre d'espèces forestières, d'espèces fruitières, d'espèces légumières, d'espèces agricoles et dans une moindre mesure les espèces ornementales, avec des degrés diversifiés suivant les groupes d'espèces concernées. Elle ne s'applique qu'à une liste finie d'espèces, une liste limitative, ce qui veut donc dire que par construction, quand vous n'êtes pas dans la liste limitative des espèces sur lesquelles s'applique cette réglementation semences, ça veut donc dire que cette réglementation ne s'applique pas à cette espèce-là.
Donc, il faut que vous reteniez ce rôle essentiel de l'État dans le contrôle, la garantie, le suivi de l'application de cette réglementation du matériel de reproduction des végétaux. Le fait que cette réglementation matériel de reproduction des végétaux, elle s'appuie sur deux piliers qui sont l'identité variétale assurée et décrite et voire même avec des règles d'acceptation et de refus au moment de l'inscription des variétés. Donc, cette inscription, elle introduit une liste limitative d'accessions qui sont admises à la mise en marché. Et puis ensuite, le deuxième pilier de la réglementation MRV, c'est la partie certification de la qualité des semences et plants. Et donc, c'est ce volet-là que j'ai évoqué rapidement en introduction pour vous dire que je ne traiterai pas de ce deuxième point sur la partie certification de la qualité physiologique, sanitaire, etc., des semences tubercules et plants, etc., etc. Il faut aussi que vous reteniez que cette réglementation, telle qu'elle a été construite au niveau européen, depuis un certain nombre d'années, l'Union européenne est considérée comme un marché unique des semences et plants. Alors, non traitées, parce que dès que les semences sont traitées, ça ne se passe pas comme ça, mais en tout cas, pour les semences non traitées, on est clairement sur un marché unique au niveau de l'Union européenne, qui a été... depuis les années 70, mis en œuvre, ce catalogue commun a été mis en œuvre après la mise en place de catalogues nationaux. Et donc, depuis qu'il a été mis en place, ce catalogue commun, il a été construit comme étant la somme, la compilation, la consolidation de l'ensemble des catalogues nationaux des États membres. Ce qui veut dire que quand une variété est inscrite sur le catalogue français, on va la notifier à la Commission européenne qui va l'introduire dans son catalogue commun. Et une fois qu'elle sera introduite dans le catalogue commun, elle pourra être commercialisée sur l'ensemble de l'Union européenne, marché à 27. Et donc, la réciproque est vraie. Une variété de blé inscrite dans le catalogue polonais peut tout à fait être commercialisée en France, ce qui posera probablement un certain nombre de questions qu'on pourra évoquer ultérieurement. Et puis enfin, ce qu'il faut retenir également, c'est que cette réglementation semences, il y a un terme consacré qui parle de corpus réglementaire, donc c'est pour vous donner un petit peu une idée du méli-mélo de réglementation qui encadre cette dimension-là. C'est essentiellement des réglementations de type directive, c'est-à-dire que les directives, contrairement à des règlements européens, les directives, elles, doivent être transposées dans le droit national de chacun des États membres, ce qui emporte une dimension de latitude dans la transposition du contenu des directives dans chacun des droits nationaux. Et on pourra également en parler ultérieurement. Donc en France, c'est cette transposition dont on parle de 12 directives européennes dans ce fameux corpus réglementaire variétés, semences et plants. Il y en a, les premières de ces directives datent de 1966, donc elles ont quelques années dans les pattes. Et elles sont ensuite transposées dans toute une série de textes français dans la hiérarchie des normes, avec une première accroche dans le code rural et puis ensuite des déclinaisons ultérieures, soit sous forme de décret, soit sous forme d'application. Donc, très clairement, ça en fait une réglementation. On peut au moins s'accorder sur la complexité de cette réglementation. Et donc, du coup, parfois, ce qui est un corollaire de cette complexité, qui a parfois un petit peu de mal à évoluer. Alors, justement, en parlant d'évolution, en 2019, fin 2019, le Conseil européen, donc c'est l'ensemble des États membres de l'Union européenne, a pris une décision qui a été de demander à la Commission européenne de mener une étude pour évaluer les moyens dont disposerait l'Union européenne pour actualiser cette fameuse législation existant dans le domaine des semences et plants. Donc, c'était une commande de la part des États membres auprès de la Commission européenne pour mettre en œuvre, pour lancer une étude. Donc, cette étude a été élaborée a commencé à partir de 2020.
la Commission européenne a contracté auprès d'un sous-traitant, d'un cabinet de consultants, pour pouvoir prendre en charge un certain nombre de consultations et d'études préalables. Donc, ce contrat passé avec le consultant date, me semble-t-il, de 2020 et court encore. Et vous le savez, hein, probablement, dans chaque construction ou évolution de la réglementation européenne, la Commission européenne est tenue de faire un certain nombre de points de consultation auprès du public. Donc, il y a vraiment une obligation de faire des points, des consultations publiques, des études d'impact, etc., etc. C'est quelque chose d'assez normé, hein, d'assez régi au niveau européen. Donc, la première étude a été publiée en fin avril 2021 et était une pré-étude d'impact, une étude d'impact initiale, sur lequel le public était invité à réagir jusqu'à mi-juillet. Donc, vous avez un peu le séquençage. Vous avez 3 mois de consultation ouverte au public pour réagir sur ce document qui était assez lisible, hein, une 20aine de pages de mémoire. C'était tout à fait accessible. Et donc, la consultation publique était ouverte pour recueillir les avis sous format très ouvert et que vous pouvez encore consulter. Hein, tout est facilement accessible dans le cadre de la construction des réglementations européennes. C'est tout à fait accessible sur un site public. Donc, 66 avis ont été exprimés avec, vous pouvez vous en douter, hein, des avis clairement pas tous convergents. Donc ça a constitué un premier matériau pour la Commission européenne et son prestataire. Les choses ont continué avec un certain nombre d'entretiens bilatéraux entre la Commission, son prestataire et puis certaines parties prenantes, qui a abouti à l'ouverture d'une nouvelle consultation publique qui, elle, est ouverte jusqu'à fin mars 2022. Et dans les éléments qu'on commence à voir arriver figurent 3 thématiques, une un petit peu technique qu'il faut qu'on évoque, et puis 2 qui apparaissent sur la diapositive. Celle qui est technique, c'est le fait qu'on imagine déléguer de plus en plus de choses qui étaient jusqu'à présent régies par la puissance publique auprès des opérateurs économiques. C'est-à-dire, en fait, actuellement, notamment dans le cadre de la certification, beaucoup de choses étaient faites par les services officiels, les autorités compétentes de certification des semences et plants au niveau de chacun des États membres. En France, ça peut être le SOC pour la partie certification des semences, mais ça peut être le CTIFL pour la partie certification des plants fruitiers. Ça peut être France Agrimaire pour la certification du matériel de reproduction des vignes. Et donc, il y avait toujours un engagement de ces autorités compétentes à vraiment assurer et assurer notamment des analyses de première intention dans le cadre de cette réglementation certification. Là, on commence déjà à évoquer la possibilité de déporter de plus en plus de responsabilités auprès des opérateurs économiques, et donc de fait que la puissance publique, l'État et ses opérateurs officiels se retirent de cette certification pour basculer dans une dimension qu'on appelle contrôle officiel, c'est-à-dire en gros responsabiliser les opérateurs économiques et avoir un contrôle relativement distant de la part de l'État. Donc ça, c'est une première dimension qu'on voit arriver très fort dans les sujets en discussion actuellement dans le cadre de la révision de la réglementation MRV au niveau européen. Et puis, on voit arriver 2 thématiques transversales qui permettent d'assurer des combinatoires de scénarios, mais en tout cas, dans les thématiques transversales qu'on voit évoquées dans le cadre des discussions avec la Commission européenne dans ce contexte-là, c'est le sujet du périmètre de la réglementation. Qu'est-ce qui doit être couvert par cette réglementation MRV nouvelle version et qu'est-ce qui doit en être exclu? Et donc, si ça doit être couvert, est-ce que ça doit être couvert avec une application stricte, homogène, quelles que soient les espèces, les usages, etc., etc. Ou bien est-ce qu'on peut imaginer des chapitres un petit peu plus allégés pour tel ou tel usage? Il y a notamment des grands débats actuellement en cours au niveau européen sur ce qu'on entend par l'acte de commercialisation. Je voulais indiquer tout à l'heure ce fameux corpus réglementaire
prend la forme de directive qui doit forcément être transposée dans le droit national. Et donc, dans le cadre de la jurisprudence nationale, chaque État membre acquiert de plus en plus, peut acquérir en tout cas des définitions divergentes sur ce qu'on entend par commercialisation dans le droit polonais, dans le droit danois, dans le droit français, dans le droit portugais. Et donc, ça pose un certain nombre de questions pour les opérateurs économiques, les metteurs en marché de variétés de semences et plants, qui sont confrontés à des interprétations pas toutes convergentes de ces directives européennes, et notamment avec le terme commercialisation. On a notamment des interprétations non convergentes entre États membres sur est-ce que l'acte d'échanger, voire même de monnayer cet échange, donc de vendre des plants, notamment de fruitiers, pour préserver les ressources génétiques, doit être considéré comme la commercialisation ou pas. Donc manifestement, il n'y a pas des interprétations toutes convergentes au niveau des États membres par rapport à ces dimensions-là. On a aussi, on voit arriver un sujet autour de est-ce que la vente de variétés semences et plants à destination d'utilisateurs finaux de type amateur doit être régie par cette réglementation matérielle de reproduction des végétaux ou pas? Si vous vous souvenez, je vous ai expliqué que l'origine de cette réglementation MRV, c'était justement pour pouvoir encadrer ces relations, ces transactions commerciales pour les agriculteurs, pour ceux qui en faisaient un usage commercial, parce qu'il y a un vrai enjeu à ne pas se planter, c'est le cas de le dire, à ne pas se tromper dans les choix que vont opérer les agriculteurs qui vivent de leur récolte. Et donc, très clairement, pour ne pas avoir du matériel qui présente un défaut sanitaire, un défaut de germination, qui ne soit pas la bonne variété, qui était une promesse de rendement par rapport à telle ou telle résistance à des bioagresseurs, etc., etc. Or, là, on est en train de parler des amateurs qui sont de plus en plus nombreux, en tout cas pour les semences d'espèces légumières. Et donc, très clairement, qu'est-ce qu'on va faire de cette spécificité de la réglementation? Est-ce que la vente à destination des amateurs doit également être régie dans le cadre de cette réglementation MRV? Ou au contraire, est-ce qu'elle doit être exclue, comme le dispositif récemment introduit dans le droit français, en date de 2020, qui n'oblige plus pour la mise en marché de semences de variétés à destination des amateurs, qui n'oblige plus à une inscription au catalogue. Et puis une autre thématique, un autre sujet qu'on voit monter assez fort dans les discussions avec la Commission européenne, c'est quelle contribution de cette réglementation matérielle de reproduction des végétaux aux enjeux du Green Deal, du Pacte vert, et notamment le sujet lié à la durabilité des productions agricoles. Il est très clair qu'avec ce plan Green Deal, ce plan Pacte vert de la Commission européenne est extrêmement active pour mettre du Pacte vert dans l'ensemble des réglementations qui vont être créées ou mises à jour au cours des prochaines années. Et donc, il y a une vigilance de tous les instants de la part des services de la Commission européenne pour que chaque réglementation qui est en cours d'évolution au niveau européen ou au cours de construction au niveau européen embarque cette dimension Green Deal. Donc forcément, dans la discussion matérielle de reproduction des végétaux, on n'en est pas très loin, on a cet enjeu autour de la durabilité des productions agricoles. En quoi les variétés semences et plants peuvent contribuer à la durabilité des productions agricoles? Et notamment, est-ce qu'il faut qu'on introduise une description à minima de la valeur environnementale, de la valeur de durabilité, qu'on commence à toucher du doigt la durabilité permise par les nouvelles variétés dans le cadre des épreuves d'inscription au catalogue, voire même est-ce que cette valeur environnementale, il faut également qu'elle soit non plus descriptive mais également décisionnelle, et donc prendre le pli de refuser la mise en marché de variétés qui seraient dépourvues de toute valeur environnementale. Donc c'est des discussions
en cours au niveau européen. Ça frotte un peu et donc on va voir ce qu'on en tirera dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. En termes de calendrier, on attend une proposition. Donc, vous savez, la Commission a ce pouvoir de proposer des textes législatifs au niveau européen. Et on attend à ce que la Commission formule sa proposition de texte qui sera soumise ensuite au trilogue avec les États membres et le Parlement pour fin 2022. Donc, en termes de questions que ça pose, hein, cette révision, on voit arriver assez fort cette question autour de est-ce que le contrôle de cette qualité des matériels de reproduction des végétaux doit rester entre les mains des autorités compétentes ou est-ce qu'il faut que ça bascule vers la responsabilisation des opérateurs avec à la fois la dimension certification des semences et plants, mais également au niveau de l'inscription. On a été questionné par la Commission européenne, j'espère que ça ne durera pas très longtemps, sur est-ce qu'on considère qu'il faut que les tests qu'on mène dans le cadre du catalogue officiel de chaque État membre doivent être déportés également chez les opérateurs privés, notamment chez les déposants, avec des données que fournit le déposant en lieu et place de ce que peuvent fournir les autorités compétentes, et puis également sur la détermination des critères d'inscription. On a donc cette question autour de ce fameux périmètre de la réglementation. Est-ce qu'il faut qu'on aille sur un périmètre extrêmement large avec quelques assouplissements, quelques chapitres un petit peu allégés, ou bien est-ce qu'il faut qu'on fasse un périmètre d'application extrêmement restreint et donc en assumant pleinement des exclusions totales? Est-ce qu'il faut qu'on prenne en compte certaines spécificités de marché à condition probablement que ces marchés soient bien définis? Et là, on pose, quand on commence à discuter autour du marché de l'agriculture biologique, par exemple, on a de plus en plus de mal à définir vraiment le marché spécifié en tant que tel. Et puis, je l'ai évoqué, cette définition de ce qu'on entend par commercialisation. On a cet enjeu autour des valeurs environnementales. Est-ce qu'il faut qu'elles soient descriptives ou décisionnelles? Et pour quel type d'espèce il faut qu'on acquiert de l'information là-dessus? Dans des questions qu'on voit émerger aussi dans le cadre de cette évolution de la réglementation, c'est notamment très prégnant pour les espèces pérennes, pour lequel, hein, vous savez, entre le moment où on va semer une baguette, on va planter une baguette de pommier ou mettre en terre un plant de vigne, il se passe quand même quelques années avant qu'on puisse évaluer le produit issu de cette plante. Donc, ça prend du temps d'évaluer les variétés à l'inscription. En général, 4 à 5 ans, hein, pour ces espèces ligneuses. Et donc, pendant ce temps-là, est-ce qu'il faut qu'on puisse permettre l'autorisation provisoire de mise en marché d'un certain volume de plants pour pouvoir permettre à l'opérateur de commencer à acquérir de l'information auprès d'un petit volume d'expérimentateurs, sans pour autant attendre, in fine, ces 4 ou 5 ans d'évaluation à l'inscription. Et puis enfin, on pourra en reparler aussi également. Quelque chose qu'on voit monter assez fort, c'est un re-questionnement complet autour de l'alignement qui, pour l'instant, était assez fort entre les critères de DHS pour l'inscription au catalogue et les critères de DHS pour la protection intellectuelle par COV. Jusqu'à présent, dans le droit européen, c'est quasiment la même chose. Pour être inscrit au catalogue, il faut, à de rares exceptions prêtes, et notamment pour les variétés anciennes, mais globalement, vous pouvez retenir qu'une DHS pour l'inscription, c'est à peu près la même chose qu'une DHS pour la protection intellectuelle par COV. Et donc là, très clairement, ça questionne les interrogations autour de cette révision de la réglementation. On voit émerger ce questionnement autour de faut-il absolument maintenir un parallélisme complet entre DHS pour la mise en marché et DHS pour la propriété intellectuelle, ou est-ce qu'on peut disjoindre ces deux événements pour en tout cas peut-être une partie de variétés et tout à fait entendre que des variétés qui vont être mises en marché peuvent ne pas être aussi finement travaillées que celles pour lesquelles l'obtenteur demande un droit de propriété intellectuelle.
Donc, c'est des choses qu'on voit arriver et l'avenir nous le dira. Est-ce que dans les prochains mois, c'est des choses qui vont se stabiliser de tel ou tel côté du balancier, ou est-ce que ce sera quelque chose qui serait un petit peu plus entre les deux? Donc ça, c'était les questions, le petit focus sur les évolutions actuellement en cours au terme dans l'évolution de la réglementation matérielle de reproduction des végétaux. Si vous voulez bien, on va passer au deuxième chapitre de ma présentation, qui est maintenant de rentrer un petit peu plus dans le détail sur deux spécificités qui sont des objets d'étude du matériel, enfin du projet de recherche Mobidive, qui sont le sujet mélange, variété-espèce, et puis le sujet autour de l'agriculture biologique. Alors, on va refaire un petit point sémantique, glossaire. Dans le cadre de la réglementation, quand on trouve dans les textes français ou européens mélange, il faut entendre mélange soit de variétés, soit d'espèces. Donc ça, c'est un premier point. Il faut qu'on soit d'accord sur ce vocabulaire-là. Un deuxième point, j'allais dire de rappel, ça va mieux en disant, mais pour rappel, tout agriculteur peut lui-même, dans sa trémie, au moment où il va semer ses variétés, ou même quand il va organiser un verger, il peut tout à fait assurer un mélange. Donc, il n'est pas obligé de semer ou d'implanter une parcelle de 50 hectares avec le même génotype. Il a tout à fait la possibilité d'associer des constituants parentaux, des variétés, et d'en faire lui-même sa composition au moment où il va semer la variété, au moment où il va implanter son verger, au moment où il va mettre en œuvre sa parcelle de vigne, etc., etc. Donc ça, il fallait quand même le rappeler parce que je pense que c'est important, il ne faut pas l'oublier. Et puis par ailleurs, au-delà de ces pratiques agricoles, il existe plusieurs dispositifs réglementaires qui permettent actuellement la commercialisation de mélanges d'espèces ou de variétés et qui s'appliquent à des espèces qui sont réglementées par cette réglementation MRV. Je vous en ai cité quelques exemples parce que c'est des choses également que vous avez probablement en tête, mais qu'il vaut mieux rafraîchir ces exemples-là. Le premier, qui date de, je pense, les années 80, c'est quand les gènes de restauration pour la stérilité mâle cytoplasmique du colza n'étaient pas encore tous partagés, où il y avait un problème de propriété intellectuelle sur ce type de modalité-là. Et donc, on a vu apparaître dans les années 80 des associations variétales de colza. On en a encore une au catalogue français, qui sont en fait ni plus ni moins que deux constituants, deux composants, qui sont commercialisés en un seul sac. Un constituant qui est essentiellement la variété de rente, mais qui, elle, n'est pas restaurée. Et puis un pourcentage aux alentours de 10% d'un pollinisateur qui va assurer le fait que vous puissiez récolter des grains sur votre colza non restauré. Donc ça, c'est quelque chose qui préexiste et qui est pris en charge par la réglementation depuis les années 80-90. Voilà. De manière plus récente, plus proche de chez nous, on a à minima depuis 2004 transposé en droit français le sujet autour des mélanges fourragers. Vous le savez, une prairie, c'est clairement pas un monogénotype, c'est un ensemble de plusieurs espèces. Et donc, la directive européenne qui prévoyait ce dispositif-là a été transposée dans le droit français en 2004, on va pouvoir y revenir plus tard, et permet la commercialisation de mélanges fourragers. On a également une directive européenne qui existe depuis les années 2010, qui est ce qu'on appelle les mélanges de préservation. Donc, en fait, c'est pouvoir ressemer, encore une fois, un mélange de variétés ou d'écotypes sauvages qui permet la régénération de parcelles qui ont pu être abîmées par des gros travaux autoroutiers, des gros travaux de BTP, mais également les pistes de ski des stations d'hiver, de sports d'hiver, sont souvent emblavées avec des mélanges de préservation qui mobilisent des écotypes sauvages qui ont été récoltés proches de la zone à restructurer. Et puis enfin, on va faire un zoom aussi sur un dispositif qui a été transposé plus récemment en 2018 dans le droit français,
qui est le sujet autour des mélanges de variétés de céréales, qui pourtant étaient prévus depuis les années 70 dans le droit européen. Donc, je vous propose de faire ce zoom sur ces deux objets, mélange fourrager et mélange de variétés de céréales. Alors, sur ces mélanges d'espèces fourragères, le principe est le suivant. On a la puissance publique ne garantit absolument pas la valeur du mélange issu de l'association de plusieurs constituants parentaux. C'est-à-dire qu'en gros, les mélanges ne doivent être que déclarer la composition des mélanges qui vont être mis en marché doit être déclarée, en l'occurrence auprès du service officiel de contrôle de SEMAE, qui est sous l'égide de SEMAE, l'interprofession des semences. Et donc, il n'y a pas de vérification en tant que telle de la valeur du mélange par la puissance publique. En revanche, on a des petits bouts qui commencent à s'en approcher. En fait, on va le voir très souvent, et c'est une hypothèse de travail qui, comme toute hypothèse, a ses avantages et ses inconvénients, qui a été jusqu'à présent considérée comme suffisante et qui doit probablement être rediscutée actuellement. L'hypothèse était la suivante. Si vous avez une variété qui se comporte bien en pur, et ben, quand vous allez l'embarquer dans un mélange, elle se comportera bien dans le mélange. Et c'était l'hypothèse qui prévalait depuis un certain nombre d'années, qui est en train d'être discutée notamment avec des programmes de recherche type Mobidiv. Et donc, en tout cas, jusqu'à présent, prévalait cette philosophie. Tout mélange qui embarquera des variétés, qui associera des variétés qui ont prouvé leur valeur intrinsèque dans le cadre de dispositifs d'évaluation en pur, ce sera forcément un bon mélange. Donc ça, c'était ce qui existait depuis en l'occurrence 2004. Depuis 2019-2020, on voit arriver une marque collective qui s'appelle France Prairie, qui associe de nombreux metteurs en marché, de nombreux semenciers, qui associe également Arvalis et INRAE, et qui vise à attribuer un logo à des mélanges qui ont été testés comme étant particulièrement pertinents pour tel ou tel usage. C'est ce qu'on peut appeler une liste recommandée. Donc c'est un dispositif professionnel, hein, ce n'est pas du tout un dispositif dans lequel l'État contrôle quoi que ce soit, mais c'est Arvalis, INRAE et opérateurs économiques qui se sont mis d'accord pour mettre en œuvre un cahier des charges, des modalités d'évaluation de la valeur des mélanges, et qui permettent de mettre un logo, d'estampiller France Prairie, des mélanges qui sont considérés par ces gens-là comme étant des valeurs sûres pour un usage fauche, prairie, etc. etc. Donc ça, c'est la manière dont on fonctionne actuellement en espèces fourragères. Ça date de 2004 dans le droit français, et avec l'arrivée, compte tenu de ce manque improbablement au niveau de la puissance publique de qualification de la valeur du mélange, on voit arriver des initiatives professionnelles pour combler ce manque et rendre les choses plus visibles, plus lisibles à destination des éleveurs. Sur le sujet mélange de céréales, alors on a mis un peu de temps. C'était une disposition qui était prévue depuis 1979 dans le droit européen. Donc vous voyez, on a mis un temps certain pour pouvoir l'introduire dans le droit français. Mais il ne fallait pas désespérer, ça date de juin 2018. Et donc l'arrêté français nous explique qu'il est tout à fait autorisé de commercialiser des mélanges de céréales, de céréales, c'est même pas des céréales à paille, donc ça embarque notamment le blé, orge, etc., mais aussi maïs et sorgho, en nous expliquant qu'on entend par mélange soit mélange de variétés d'une seule espèce, soit mélange de variétés issues de plusieurs espèces. On nous explique quand même toutefois que quand on s'intéresse aux mélanges issus d'une seule espèce, qui associent des variétés d'une seule et même espèce, a priori, il devrait être particulièrement efficace pour lutter contre la propagation d'organismes nuisibles. C'est un bout de cet arrêté français.
et on pourra également y revenir. Je ne suis pas totalement sûre que cette disposition spécifique soit on ne peut plus prise en charge par la puissance publique française depuis cette transposition en 2018. Et dans le même dispositif, hein, vraiment en miroir des mélanges fourragers, personne ne va s'assurer de la valeur, enfin en tout cas l'État ne s'assurera pas de la valeur du mélange, mais les compositions des mélanges devront être transmises au service officiel de contrôle et de certification, le SOC, de manière vraiment similaire à ce qui se passe dans les espèces fourragères. Donc on va voir, hein, est-ce que par manque justement d'attestation officielle de la valeur du mélange, on va voir arriver des dispositifs professionnels de la même manière que ce qui a émergé avec France Prairie en fourragère. On va voir arriver ça en céréales, je ne sais pas, mais actuellement, personne ne s'assure que les mélanges, enfin, il n'y a pas de garantie publique que les mélanges commercialisés de céréales ont une valeur intéressante lorsque l'agriculteur les achète. Donc on repose sur des relations contractuelles entre metteurs en marché et agriculteurs derrière. Bon, dans les questions qu'on voit arriver, hein, dans les questions qui émergent avec l'introduction de ces dispositifs mélange dans les réglementations, notamment françaises, c'est que là aussi, hein, l'État ne joue plus ce fameux rôle de confiance qu'on attendait, rôle de tiers de confiance qu'on attendait de lui dans la mise en œuvre initiale de cette réglementation MRV. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de place laissée aux relations directes entre acheteurs et fournisseurs. Bien ou pas, je ne sais pas, je n'en sais rien. Et de toute façon, hein, après, vous voyez, entre 2004 et 2019, il s'est passé 15 ans côté fourragère pour que les opérateurs, enfin les acteurs actifs sur ce marché se disent il nous manque quelque chose, il nous manque un petit côté encadrement vis-à-vis de tout ça. Et donc, on voit arriver quelques initiatives collectives professionnelles ou interprofessionnelles qui visent à mieux encadrer ce fonctionnement vis-à-vis de la valeur des mélanges. On verra ce que ça va donner dans les prochaines années pour la dimension céréale. Et puis enfin, je vous emmène sur la troisième thématique qui est aussi un objet d'étude de Mobidiv et qui pose aussi pas mal de questions autour de cette évolution de la réglementation MRV. C'est le sujet agriculture biologique. Alors, en tant que tel, pourquoi agriculture biologique? Pourquoi s'intéresser spécifiquement à l'agriculture biologique quand on parle de semences et plants? Pour une bonne raison, c'est qu'il y a un règlement qui est sorti en 2018 au niveau européen. Donc, c'est un règlement extrêmement complet qui parle de l'élevage de la crevette en bio, qui parle du veau en bio et qui parle des productions végétales également en bio et qui porte vraiment une philosophie complète, c'est la cohérence de l'agriculture biologique, c'est-à-dire que depuis le début jusqu'à la fin, l'agriculture biologique doit reposer sur toute une série d'intrants qui seront forcément certifiés bio. Ce qui veut dire que quand on s'applique cette philosophie à la production végétale, aux pommes bio, aux céréales bio, etc., ça veut dire que tout part d'une semence ou d'un plant qui devra être certifié bio. On nous indique dans ce règlement que ce sera en 2036 que ce sera clairement appliqué, avec une clause de revoyure à mi-étape en 2028. Et donc, tout ce qui va... on a ce point d'étape, ce point d'atterrissage. On sait qu'en 2036, on sera forcément sur des plants bio de pommiers pour produire des pommes bio, des semences bio de céréales pour produire du pain bio. Et donc, il faut que tout le monde soit responsabilisé quant au chemin pour atteindre ce point d'atterrissage en 2036. Ce règlement bio est entré en vigueur en 2022. Et alors, il nous introduit de nouveaux objets, de nouveaux matériels végétaux qui s'appliquent à notre dimension.
qui sont assez intéressants. On va parler du matériel hétérogène biologique, le sigle c'est MHB, et puis variété biologique adaptée à la production biologique, VBAPB. On va faire un zoom sur chacun d'entre eux, mais avant de rentrer dans la définition et puis les questions que peuvent poser l'arrivée de ces deux objets, permettez-moi de rappeler un point essentiel. L'obligation de ce règlement bio, c'est des semences et plants bio pour 2036. Ça ne veut pas dire des variétés bio. Ça veut dire des semences et plants qui seront produits en bio d'ici 2036 et si possible avant. Donc, des variétés conventionnelles, donc non VBAPB et non MHB, peuvent tout à fait servir à la production de l'agriculture biologique, à condition que les semences et plants de ces variétés non MHB et non VBAPB soient produites d'ici 2036 en conditions de l'agriculture biologique. Donc, ça me paraît assez essentiel de le rappeler, c'est qu'on pourra fournir des productions biologiques avec 3 types de génétique, soit le MHB, soit les variétés bio adaptées à la production biologique, soit des variétés dites conventionnelles, qui sont clairement adaptées à l'agriculture biologique, mais qui ne sont pas qualifiées de VBAPB ou de matériel hétérogène biologique. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qu'on entend par matériel hétérogène biologique et puis variété biologique adaptée à la production biologique. Alors, vous allez le voir, certains ont qualifié l'arrivée du MHB dans le cénacle de réglementation semences et plants d'OVNI. Donc, vraiment quelque chose de totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, avec un objet qui, du coup, pose beaucoup de questions en cascade dans notre discussion. Donc, on va commencer par l'aspect définition, avec des extraits de ce qu'on retrouve dans les textes européens. Donc, à la fois dans le règlement de base, hein, celui qui date de 2018, le règlement relatif à la production biologique, et puis avec un petit bout en bas de la diapositive qui est issu d'un règlement délégué qui en fait est arrivé en 2021 et qui précise un certain nombre de sujets sur la partie MHB. Donc, le matériel hétérogène biologique, il est défini par 5 petits thèmes qui apparaissent dans la diapositive. On nous dit c'est clairement un ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu. C'est en gros une seule, c'est un ensemble de plantes issues d'une même espèce ou sous-espèce. Ça, c'est quelque chose qu'on voit arriver dans la définition des variétés. On nous dit que cet ensemble végétal, il doit présenter des caractéristiques phénotypiques communes, en petit a, mais en revanche, il est caractérisé par une grande diversité génétique et phénotypique. Ce qui fait qu'au final, cet ensemble, il n'est pas défini comme étant... on ne peut pas le qualifier en considérant uniquement un petit nombre d'unités, un petit nombre de plantes, mais on est vraiment sur un ensemble, un échantillon extrêmement large et extrêmement complet. Bon. Vous débrouillez avec ça. Et puis ensuite, on voit arriver des bouts de définition qui sont définis plutôt par la négative. On sait ce que n'est pas un MHB, c'est-à-dire qu'on sait qu'un matériel hétérogène biologique n'est pas une variété. On sait qu'un matériel hétérogène biologique n'est pas un mélange de variétés. Et puis on sait par ailleurs qu'il a été produit conformément aux règles de l'agriculture biologique présentes dans ce règlement 2018-848. Bon. Et puis, on voit arriver dans le règlement délégué qui est paru en 2021, un sujet dans lequel, dans les introductions, dans ce qu'on appelle les considérants, donc c'est avant les articles du règlement, c'est assez intéressant à lire, ça vous permet de voir un petit peu dans quel contexte se situe cette réglementation. On voit arriver le fait que ce MHB, d'après la Commission européenne, est caractérisé par sa nature dynamique, c'est-à-dire qu'en fait, la Commission européenne nous explique que ce MHB est caractérisé pour évoluer dans le temps, pour ne pas être stable. Donc, ça fait partie de la caractéristique assumée par la Commission européenne de ce qu'on entend comme étant un matériel hétérogène biologique. Bon. Donc, comment ça se passe? Eh bien, en fait, c'est une procédure
contrairement à ce qu'on connaît sur les variétés qui demandent à être inscrites au catalogue, pour lequel on reçoit un dossier, ensuite on organise des essais de type DHS, VATE qui durent 1 an, 2 ans, 5 ans, comme j'évoquais pour la vigne. Là, pour le matériel hétérogène biologique, c'est clair, tout se joue sur tapis vert, tout se joue sur dossier. Il n'y a pas d'examen, on ne sème pas la variété, on ne sème pas pardon, le MHB, on ne va pas le planter, on peut tout à fait, enfin on doit même tout à fait instruire uniquement ce dossier uniquement sur table et ne pas miser, ne pas s'en reporter sur des essais qu'on aura conduits en champ. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement allégé, qui se fait sous la forme d'un dossier. On va pouvoir en parler un petit peu plus dans la diapositive suivante. Et qui doit être instruit sous 3 mois. Il y a une page internet qui a été développée sur le site internet du GEVES qui vous explique un petit peu plus ça et sur lequel vous pouvez vous référer. Les éléments essentiels sont les suivants. Donc, le déposant qui voudra mettre en marché des semences et plants de MHB devra envoyer, en l'occurrence au GEVES, un dossier qu'il aura complété et on va pouvoir voir le contenu de ce dossier. Ça concerne à la fois le déposant, qui est ce notifiant, et puis on va essayer de toucher du doigt un petit peu une description à minima de ce qu'on entend par ce qu'est ce fameux MHB. Ce dossier fera l'objet d'une instruction extrêmement allégée qui reposera essentiellement sur 2 sujets. La complétude du dossier, vérifier qu'on a bien des réponses aux questions qui devaient être complétées. Et puis un sujet autour de la dénomination apposée à ce MHB. On ne pourra pas utiliser, on pourra pas réutiliser des dénominations de variétés qui sont déjà mises en marché pour le mettre sur des étiquettes de MHB. Donc il y a toute une série quand même de règles à respecter pour la partie dénomination à apposer, le nom de ce MHB à apposer sur le matériel commercialisé. Mais toutefois, on peut quand même parler d'instructions extrêmement allégées. On va demander à ce que le notifiant, le déposant, envoie un échantillon de semences ou plants au GEVES qui, dans les prochains mois, le sèmera ou le plantera et le regardera pousser. Mais ce n'est clairement pas un motif légitime de refus de mise en marché de ce MHB. Donc, c'est plutôt pour acquérir de l'expertise côté GEVES. Et en fait, vous allez le voir, essayer de résoudre des questions autour de ce fameux MHB, les questions que ça pose en cascade autour de la réglementation MRV, et notamment la coexistence entre ces différents types de voies d'accès au marché européen. Donc, sous réserve de l'instruction allégée qui sera positive, ce MHB autorisé sera en fait enregistré auprès par le ministère de l'Agriculture sur une liste nationale qui sera communiquée à l'ensemble des États membres, mais il n'y a pas de catalogue commun consolidé au niveau européen pour l'ensemble de ces MHB. Et cette instruction ne doit pas faire l'objet de frais d'enregistrement, donc c'est gratuit. Ce qui n'est pas le cas de l'inscription au catalogue des variétés. Dans le dossier, il y aura à la fois des informations sur quelle est la personne qui va mettre en marché le notifiant, et puis des bouts d'informations qui pourraient permettre d'assurer une sans parler de traçabilité, mais un suivi du matériel hétérogène biologique mis en marché, donc à la fois bien évidemment la dénomination variétale qu'on apposera à ce MHB, mais également toutes des belles histoires à raconter autour de l'histoire de ce matériel hétérogène biologique, quand est-ce qu'il a été, de quand il émerge, de quel type de croisement il émerge, de quel type d'itinéraire technique il sort, de quel type de parcelle, de quel type de terroir en France où est-ce qu'il est né en France ou en Europe. Et puis nous aider à décrire dans les grandes lignes en tout cas le matériel hétérogène biologique. Donc, par exemple pour un blé, nous dire en général il y a un mélange d'épis barbus et pas barbus, il y a un mélange à hauteur de 80-20 d'épis roux et d'épis blancs,
C'est un mélange qui est connu qui est apprécié pour sa valeur boulangère. C'est un mélange qui est plutôt apprécié pour un usage de résistance à l'averse. Enfin, voilà, cette description d'ordre culturel de la valeur du MHB peuvent être aussi incluses dans le dossier de notification. Actuellement, donc depuis le 1er janvier 2022, un notifiant peut demander à mettre en marché un MHB au niveau français. À ce jour, donc on est en février 2022, nous n'avons absolument aucune idée des intentions de dépôt de ces MHB en France. Donc, on va voir comment ça évolue. Est-ce que c'est quelque chose qui va être, sur lequel vont se ruer quelques opérateurs économiques parce que ça permet de répondre à une certaine demande, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui ne répond pas ou qui pose trop de questions et qui ne répond pas aux objectifs poursuivis initialement par le législateur européen quand il avait créé ce fameux règlement agriculture biologique. Le deuxième objet, vous vous souvenez, qui avait été créé dans ce règlement agriculture biologique, c'est ces fameuses variétés bio adaptées à la production biologique. Alors elles, comme leur nom l'indique, ce sont des variétés. Donc on sait que c'est une variété, on nous le dit bien dans le règlement de 2018, mais on nous dit également qu'elle est caractérisée par une grande diversité génétique et phénotypique. Vous vous souvenez, c'est quelque chose qu'on avait vu dans la définition du MHB. Donc là, on est en train de... ça ne nous aide pas à y voir clair entre la différence entre un MHB et une variété bio. Et puis on sait par ailleurs que cette variété bio est issue d'activités de sélection qui sont conformes aux principes de l'agriculture biologique. Bon, mais on n'a que ça dans le texte, dans le règlement 2018. Et on a, dans le règlement de 2018, dans ces fameux considérants, donc ce qui est avant les articles du règlement, on nous dit que, afin de mieux savoir de quoi on cause quand on parle de variété bio, il va falloir qu'on mène une expérimentation temporaire. Le terme est consacré au niveau européen. Les expérimentations temporaires, ça existe. C'est vraiment quelque chose qui est prévu dans la législation européenne, qui devrait durer 7 ans, on nous le dit. Ça durera 7 ans, comme beaucoup d'expérimentations temporaires européennes. Et on sait que ça devra contribuer à établir les caractères relatifs à la description des caractéristiques de ces variétés bio adaptées à la production biologique et à déterminer les conditions applicables à leur production et à la commercialisation de ces variétés semences et plants. Donc voilà ce qu'on a comme base dans le règlement initial. Donc cette expé temporaire, elle va commencer a priori à partir du 1er juillet 2022, elle durera 7 ans. Elle ne devrait s'appliquer probablement qu'à une liste limitative d'espèces. Pour l'instant, on en a une dizaine. Vous en avez quelques-unes sur la diapo. La Commission européenne s'est engagée à étendre cette liste fermée d'espèces dès lors qu'il y aurait des sollicitations. Donc, dès qu'on va avoir de nouvelles espèces pour lesquelles un déposant souhaite rentrer dans ce dispositif d'expérimentation temporaire, on va demander à la Commission européenne d'étendre ce dispositif d'expérimentation temporaire à cette nouvelle espèce. Il y a de nombreuses discussions européennes en cours. Je vais vous faire état de quelques questions qui sont posées actuellement. Tel que c'est pressenti pour le moment, en guise d'expérimentation temporaire, quand on parle d'expérimentation, vous avez forcément ça en tête, il y a très clairement, quand on fait une expérimentation, c'est pour répondre à des questions actuellement, la Commission européenne ne souhaite pas que cette expérimentation soit là pour répondre à des questions, mais soit plutôt prise en charge comme étant une dérogation temporaire aux règles de la DHS. Et donc, nous, côté États membres, dans les discussions qu'on a avec la Commission européenne, on essaie de remettre un petit peu de monitoring, de suivi de cette expérimentation et de pouvoir se poser des questions auxquelles devra répondre cette fameuse expérimentation. Ce n'est pas gagné. Alors, on va faire un zoom sur les questions qui se posent et les discussions en cours au niveau européen sur 2 sujets autour de l'homologation, de l'inscription de ces variétés bio adaptées à la production biologique. C'est d'un côté la DHS et de l'autre côté la VATO. Alors, actuellement, dans les discussions en cours avec la Commission européenne et ses États membres, donc, on a une proposition qui a été mise sur la table par la Commission
et par les parties prenantes d'un certain nombre d'obtenteurs biologiques. La proposition faite par la Commission européenne et ses opérateurs et ses obtenteurs biologiques, c'est de dire, écoutez, pour prendre en charge le fait que la variété bio, c'est à la fois une variété, mais qui est également caractérisée par une grande diversité génétique et phénotypique, on va essayer d'alléger les normes DHS. Et non seulement on va alléger ces normes, non pas sur le nombre de hors-types tolérés, mais plutôt sur le nombre de caractères du protocole DHS qu'on va pas regarder, pour lequel on va lâcher les chevaux, on va lâcher du lest. Donc actuellement, un protocole DHS, quand on va semer une variété, quand on va évaluer en DHS une variété de blé, on va l'évaluer sur 40 caractères, très standardisés, depuis l'hypocotyle de la plantule jusqu'au grain récolté, avec des stades bien déterminés, avec pour chaque stade les caractères à observer et pour chaque caractère les différents niveaux d'expression. Et donc là, on voit, on nous demande de travailler à ce que, en fait, sur ces 40 caractères, on va pas en regarder, ou on va lâcher des chevaux sur une quinzaine de caractères, où on va dire, ceux-là, ouais, même s'il y a plein de hors-types, c'est pas grave, on les regarde pas. Et donc, cette discussion, cette proposition issue des obtenteurs AB et puis de la Commission européenne a été soumise et a été discutée avec les États membres. Parmi les conséquences ou les réactions des États membres, il y en a plusieurs. Il y a très souvent tout ce que ça génère comme impact en cascade et du coup la coexistence entre CVB, APB et puis la collection de références générales quand on fait de la DHS. Parce qu'en fait, si vous acceptez un domaine de définition extrêmement large pour certaines variétés, vous allez être infoutu de la distinguer de variétés qui sont plus fixées sur ce caractère-là. C'est en tout cas pas ce qu'on est capable de faire dans le cadre de la DHS actuellement. Et donc, on craint que l'arrivée de variétés bio avec, pour certains caractères, un domaine de définition plus large et en conséquence en cascade, d'avoir un impact sur la réduction de notre capacité à distinguer les nouvelles variétés qui arriveront, qu'elles soient variétés bio adaptées à la production biologique, mais également variétés conventionnelles. Voilà. Et donc, in fine, contribuer à une réduction de la biodiversité cultivée possible parce qu'on n'aura pas pu inscrire de nouvelles variétés. Et puis aussi une réaction des États membres, c'était de dire, mais de toute façon, actuellement, les protocoles sont déjà hyper allégés pour les variétés population. Et donc, pourquoi on a besoin de faire un tel dispositif pour ces variétés qui sont quelque part entre des populations et des variétés conventionnelles? Sur le sujet de la VATE, la Commission européenne et les obtenteurs bio nous ont proposé d'élaborer, d'expliciter, de spécifier spécialement dans la réglementation européenne ce que doivent être les tests VATE pour ces variétés bio adaptées à la production biologique, en nous imposant un certain nombre de volets. La réaction des États membres a été la suivante. Actuellement, les États membres sont tout à fait libres de fixer les modalités de test de la VATE pour ces fameuses variétés dites conventionnelles. Donc, je ne vois pas pourquoi on ferait autrement pour ces variétés bio. Et puis, on voit arriver plein de réactions aussi de la part des États membres aux premières propositions de la Commission européenne de nous dire, la Commission européenne, par exemple, nous avait proposé d'imposer à 100% des essais bio pour les variétés bio adaptées à la production biologique. Pour le vivre de l'autre côté, quand on fait des essais analytiques pour évaluer la résistance d'une variété à tel ou tel pathogène, c'est souvent des essais qui ne sont pas bio parce que justement, pour pouvoir se prémunir des biais liés à d'autres pathogènes qui biaiseraient le jugement, on va faire des fongicides pour éviter d'avoir d'autres pathogènes qui viendront perturber les notations expérimentales. Donc, très clairement, on a demandé à la Commission européenne de revenir sur cette exigence des essais 100% bio. Actuellement, on voit, côté français, on voit arriver une dizaine d'intentions de dépôt de variétés bio adaptées à la production biologique, uniquement des légumières, uniquement des espèces légumières,
avec des espèces qui ne sont pas actuellement prévues dans la liste limitative des espèces couvertes par cet expé temporaire européen. Donc, on va demander à la Commission européenne d'embarquer là-dedans le brocoli, la betterave, etc., qui n'étaient pas prévus initialement par la Commission européenne. Bon, et puis donc, comme les autres chapitres, c'est le temps de prendre un peu de recul pour regarder les questions que pose la mise en œuvre de cette réglementation bio vis-à-vis de cette dimension semences et plants. Donc, encore une fois, hein, l'arrivée de ce MHB, ça questionne de nouveau sur le fait que l'État ne soit plus le tiers de confiance. Est-ce que c'est un problème ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, ça reporte beaucoup de choses, l'arrivée de ce MHB reporte beaucoup de choses sur la responsabilisation des opérateurs économiques, de ceux qui vont mettre en marché les semences et plants de MHB. Est-ce que ça va rencontrer preneur ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, c'est plus l'État qui va s'engager à assurer la garantie de tout ça. Et puis aussi le fait que la nature dynamique de ce MHB soit reconnue dans les textes européens pose aussi beaucoup de questions sur le fait que donc l'Europe reconnaît, la Commission européenne reconnaît qu'un MHB issu de la parcelle de chez Dédé de l'année 2011 ne sera probablement pas la même que qu'un MHB multiplié sur la parcelle de Duduche en 2014, qui lui était en Bourgogne alors que Dédé était vers Perpignan. Et donc, in fine, ce MHB a été prévu, ou en tout cas est accepté comme ayant vraiment une valeur, une caractéristique qui est contextualisée. C'est-à-dire que le MHB voilà, de 2011 de chez Dédé, ce n'est pas la même chose que le MHB de 2014 de chez Duduche. Et donc, comment les opérateurs, comment les acheteurs, in fine, c'est bien ça, hein, vont arriver à se retrouver dans les achats qu'ils vont faire sur un machin qui n'a pas une valeur, j'allais dire, standardisée, mais qui est vraiment mouvante en fonction des contextes dans lesquels ils vont être cultivés, je ne sais pas. Et puis, côté variété bio adaptée à la production biologique, on voit arriver de nombreuses questions hein, issues des discussions avec la Commission européenne, qui peuvent avoir des impacts sur les questions qu'on se pose au niveau de la réglementation MRV, de l'évolution de cette fameuse réglementation matérielle des reproductions végétaux que j'ai évoquée en premier chapitre de mon intervention. Je pense que, tel que je le perçois, je pense que cette discussion autour des variétés bio adaptées à la production biologique peut préfigurer quelques tendances de la Commission européenne à faire évoluer les choses, y compris dans la réglementation MRV. Donc, il ne faut pas être naïf et il va falloir traiter les questions posées dans le cadre de la variété bio adaptée à la production biologique en ayant en ligne de mire que ce qui se passe dans ces variétés bio adaptées à la production biologique peut impacter les discussions dans le cadre de la réglementation MRV. Donc, en conclusion, on refait un retour sur ce qu'on s'est raconté. On a à la fois fait un point d'étape sur cette fameuse réglementation semences et plants en faisant un focus, un zoom sur à la fois la dimension mélange et agriculture biologique. Vous avez vu qu'il y avait deux dimensions, j'allais dire territoriales dans nos discussions, à la fois ce qui se passe au niveau européen, mais également la manière dont c'est pris en charge, dont c'est mis en œuvre dans chacun des États membres et en l'occurrence en France. On a essayé de faire un peu boule de cristal ou l'on vu, je ne sais pas, pour les évolutions de cette réglementation européenne. J'ai essayé de vous sensibiliser aux quelques questions aux questions qu'on voit arriver et qu'on doit se poser quand on traite de ces différents sujets. Et donc, en conclusion, je suis à votre disposition pour la session échange maintenant. Et puis, si vous avez d'autres questions, après, vous avez mon mail et n'hésitez pas à me contacter ultérieurement. Donc, je lâche le partage d'écran, je me tais et je donne la parole à la salle. Est-ce que déjà dans la salle, il y a des gens qui veulent intervenir? Oui. Bonjour. Alors moi, j'avais une question. En fait, je me demandais qu'est-ce que ça allait être en fait la plus-value pour un agriculteur qui déciderait après de produire des produits bio à partir d'une VB APB. Du coup, est-ce qu'il y a quelque chose, oui, quelque chose en plus, quoi.
Merci pour votre question. Je pense que vous avez mis le doigt sur, sur la question essentielle. En fait, très souvent, ce qu'on entend, c'est que ces variétés bio ou même ce MHB emportent avec eux une dimension plus hétérogène que des variétés dites conventionnelles. Et le corollaire de tout ça, du point de vue en tout cas des obtenteurs bio et peut-être des producteurs bio, c'est qu'il y a une dimension adaptabilité de ce matériel hétérogène biologique au terroir du producteur, qui pourra ensuite affiner ce matériel avec les spécificités de ses parcelles à lui, de son itinéraire technique à lui, etc., etc. Donc en fait, c'est se laisser la possibilité pour lui d'affiner ce dont il a besoin dans son terroir. Et puis, il y a aussi une autre dimension, si vous allez parfois sur des marchés bio, très souvent, l'histoire qu'on vous raconte, c'est un légume bio, c'est une carotte qui est mélangée avec du violet, du orange, du jaune et du blanc, alors que la méchante carotte industrielle est forcément que orange. Et donc, il y a aussi une belle histoire à raconter autour de la diversité morphologique des produits qui seront commercialisés derrière. Si je peux rajouter une dernière dimension, excuse-moi, Stéphane. Une dernière dimension, il y a aussi la partie, un sujet qu'on entend, c'est souvent aussi la robustesse vis-à-vis de la résilience de matériel plus hétérogène vis-à-vis des aléas climatiques, avec des choses qui pourront plus ou moins contrecarrer un gel précoce si jamais toutes les plantes ne fleurissent pas à la même période, ou une verse tardive si tout le monde n'est pas sensible à la verse à ce moment-là, etc., etc. Il y a plus la dimension résilience. Mais je te laisse compléter, Stéphane. Vas-y. Ouais. Non, je suis d'accord avec ce que tu dis sur le fait que c'est potentiellement des moyens de valorisation vis-à-vis des consommateurs. Mais il y a un autre aspect, mais qui n'est pas vraiment du côté des agriculteurs, mais aussi, c'est que ça relâche la contrainte. Enfin, faire une semence DHS, ça coûte cher. Voilà, ça demande de fixer génétiquement, etc. Et donc, voilà, il y a des coûts. Et donc, forcément, si on met des coûts, ça veut dire que sur des tout petits marchés, et souvent sur la bio, on est sur des tout petits marchés, si on augmente les coûts de recherche, on peut empêcher l'introduction de produits. Et donc, ça peut conduire à ce que l'agriculteur n'ait pas les produits, où on bloque un peu, en quelque sorte, l'innovation parce qu'on impose trop de choses. Voilà. Donc, c'est un autre effet qui n'est pas évalué. Hein. Voilà, c'est juste, on ne peut pas vous dire la mesure de ça. Peut-être ce n'est pas si fort, peut-être, voilà, mais en tout cas, potentiellement, c'est un autre effet. Il y a une question dans le chat. Peut-être que le mieux, c'est que la personne qui l'a posée… Oui, c'est mieux que je la pose. En fait, c'est que merci. Je prenais des notes et du coup, quand j'ai copié-collé, ça a fait un truc un peu hybride entre ma prise de notes et la question. Mais du coup, merci pour votre exposé. En gros, moi, j'avais une question, c'était sur les variétés en mélange. Parce que vous avez parlé donc du fait qu'on était sur des transpositions de la réglementation assez tardives dans le droit français. Et du coup, je me demandais déjà à quoi c'était dû, et plus généralement, en fait, quelle pouvait être la position de la France par rapport aux autres États membres, en fait, sur ces questions-là. Et ensuite, la deuxième partie de ma question, c'était justement dans le cadre du Green Deal. Est-ce qu'on se dirigerait de plus en plus vers une réglementation qui ressemblerait à la réglementation pour les variétés classiques, donc pas les variétés en mélange? Merci beaucoup pour vos questions. Parce que je suis sûre que côté Grenoble, il y a des réponses intéressantes là-dessus sur la partie mélange et notamment les pratiques au niveau européen. Je peux peut-être commencer un petit bout et puis ensuite vous compléter. On fait ça ? On fait ça. Donc sur le sujet transposition tardive, oui, on en a pris du temps. Peut-être que les entretiens qui seront prévus dans le cadre de Mobidiv confirmeront ça. Et vraiment, vous avez aussi des échanges dans le cadre de Witamix aussi qui pourraient être intéressants à évoquer là. Il y a eu une forte réticence de la part de nos opérateurs français pour cette transposition-là. Il y a eu plusieurs tentatives au niveau français, parce qu'entre 79 et maintenant, il y a quand même quelques tentatives. Et à chaque fois, ça a été des fins de non-recevoir des opérateurs, on va dire, classiques français, des semenciers classiques français.
Cette transposition dans les droits nationaux, dans d'autres États membres, elle a été faite bien plus tôt qu'en France. Et je pense que là, ce serait intéressant que vous apportiez quelques éléments complémentaires côté Grenoble. Et puis, je reviendrai sur votre deuxième question, qui était, mince, attendez, je l'ai mangé. Qui était la deuxième partie de la question? C'était par rapport au Green Deal, en fait. Est-ce que les variétés en mélange, c'est quelque chose qui va être de plus en plus recherché, en fait, au niveau européen, ou pas du tout? Est-ce qu'on part pas dans ce sens-là, en fait? Alors, donc, Grenoble pourra compléter après moi là, sur la première partie de la réponse, la question. Là. Sur la deuxième partie, jusqu'à présent, dans les discussions européennes, dans le cadre de la révision de la réglementation MRV, je n'ai pas du tout vu arriver la question de l'inscription des mélanges ou de la contribution de l'assouplissement de la réglementation en vue des mélanges, etc. Donc, je pense que ça ne sortira pas. Mais ça fait un peu boule de cristal, hein, donc je n'en mettrai pas ma main à couper. Je pense que ça ne sortira pas. Au niveau français, on a un peu lâché du lest, donc la pression est moindre, et je pense que dans d'autres pays aussi la pression est moindre. On peut commercialiser des mélanges certifiés, ce qui n'était pas le cas avant. Après, il y a quand même derrière tout ça des questions d'ordre méthodaux autour de l'évaluation d'un mélange. Et on a un peu de mal à passer ce cap-là. Donc, pour l'instant, je ne pense pas que ça sorte dans le cadre de la révision de la MRV, de la réglementation MRV dans les prochains mois. Mais peut-être que je reviendrai dans quelques mois et vous dire, en fait, je me suis trompée, c'est sorti. Je ne peux pas vous dire. Je vous laisse compléter par Grenoble là, sur la première partie de la réponse. Ouais, je veux bien le faire. Du coup, en fait, donc pour répondre à cette question, je vais me baser sur des entretiens qu'on a conduits dans le cadre d'un autre projet de recherche qui s'appelait Witamix et qui s'est terminé il y a 2-3 ans, donc qui portait spécifiquement sur les mélanges variétaux de blé et dont je vais parler tout à l'heure. Mais voilà, donc je vous spoil un peu la présentation de tout à l'heure. Donc on a dans le cadre de ce projet, on a interrogé des acteurs des filières justement sur leur avis, leur stratégie vis-à-vis des mélanges variétaux et c'est vrai qu'on a senti globalement à l'époque une assez forte réticence en tout cas des obtenteurs et des coopératives sur ces mélanges. Alors il y avait plusieurs aspects qui expliquaient ces réticences et qui du coup ont contribué au blocage de la transposition de la directive. Donc ce qui me vient en tête, il y en a alors au côté semencier, il y en a un qui leur posait problème, c'est que du coup en fait aujourd'hui quand une variété pure est vendue, c'est la variété par exemple de RAGT, de Florimond-des-Prés, etc. C'est le nom qui est mis en avant. Ils avaient une certaine crainte, c'est que si on commercialise des mélanges, a priori, bon, on verra tout à l'heure dans la présentation, s'ils sont faits par les coopératives, par les distributeurs de semences, du coup, ce sera l'acteur qui va être identifié. Ce sera plus le semencier, ce sera la coopérative. Ce sera le mélange de Axéréal, le mélange de Terrena, le mélange voilà. Et du coup, il liait ça un petit peu, il reliait ça aux marques de distributeurs dans les supermarchés. Où en fait, le nom commercial qui est mis en avant, c'est plus le semencier, ce serait le distributeur. Et du coup, ça pourrait impliquer une perte de pouvoir en fait dans la filière pour les semenciers. Donc ça, c'était une crainte qu'ils avaient. Une autre crainte aussi, c'est la question de l'évaluation des mélanges. Ça pose beaucoup de problèmes parce que des mélanges, en fait, aujourd'hui, on sait très bien évaluer les variétés pures. On a des protocoles d'essais au champ, que ce soit en préinscription ou en post-inscription ou avec des méthodes statistiques qui sont éprouvées et on sait, voilà, donc on a un réseau d'essais et puis on sait comment on évalue. Sur les mélanges, ça pose pas mal de problèmes parce qu'en fait, le nombre de mélanges potentiellement réalisables, il est infini. Il est infini parce que ça dépend donc du nombre de variétés qu'on va mélanger, des variétés qu'on choisit, de la proportion de chacune de ces variétés au sein des mélanges. Et du coup, comment on évalue ces machins-là? Surtout que dans la directive, Virginie en a parlé tout à l'heure, il y avait une petite phrase sibylline qui était il faut que les mélanges soient particulièrement efficaces dans la lutte contre les nuisibles. Donc, comment on évalue ça en fait? Est-ce qu'on l'évalue mélange par mélange? Est-ce qu'on part du principe que tous les mélanges sont efficaces dans la lutte contre les nuisibles, ce qui est
plus ou moins pas trop vrai. Voilà, donc il y a cette question d'évaluation, elle est quand même assez critique, elle l'est toujours. Et donc ça freinait pas mal. Et après, côté producteur de semences, donc le troisième et dernier élément que j'avais, c'était les coopératives qui nous disaient, mais en fait, nous, nos chaînes de production de traitement des semences, voilà, nos usines de production elles sont calibrées pour l'usage de variétés pures et donc voilà, donc on a des lignes, ça coûte très cher, c'est des outils qui coûtent très cher. Si on commence à devoir rajouter, en plus on est dans un pas de temps qui est très contraint aussi. C'est ce qui nous expliquait entre la récolte des semences mères et la commercialisation des semences auprès des agriculteurs, le temps pour produire les sacs de semences, il est très court. Donc, si on rajoute de la complexité en mettant des mélanges, en devant nettoyer les lignes de production entre les deux, en devant avoir des outils qui permettent de garantir la proportion de chacune des variétés au sein du mélange, voilà, ça leur posait aussi pas mal de problèmes. Donc, voilà, tout ça fait que les acteurs n'étaient pas hyper emballés par la transposition de la directive parce qu'en fait, il y avait pas mal de freins à leur niveau, quoi. Voilà. Et en fait, en résumé, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est pas qu'un problème de réglementation. Et on l'a observé, par exemple, au Danemark, où la réglementation avait été transposée beaucoup plus tôt. En fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une diffusion si forte. Voilà, donc il y a vraiment un jeu économique avec tous les éléments que vient de dire Aline, qui fait que même si on... Voilà, il n'y a pas que une question de réglementation, quoi. Et après, juste sur la diffusion des mélanges, on a des données, en fait, sur ces diffusions de mélanges. C'est quand même la diffusion, je ne sais plus où on en est actuellement, mais la diffusion est quand même assez forte en France. Hein, c'était 12% en 2019, voilà, c'est les dernières données qu'on a. Voilà, donc il y a des données là-dessus qui sont disponibles, et puis il y a des collègues dans Mobidiv qui suivent ça, voilà. À la fois mélange de variétés intra-espèces et interspécifiques. Donc, les deux se développent. Donc, je ne pense pas qu'à mon avis, je vois mal comment ça pourrait revenir en arrière, cette chose-là. Et puis, j'ai une dernière chose auquel j'ai oublié. C'est pas grave. Alors, juste peut-être pour expliquer pourquoi la réglementation a évolué, peut-être, donc ça, on en reparlera tout à l'heure, mais du coup, aujourd'hui, ça a été transposé. Et un des... facteur qui fait que ça a évolué, donc ça a été la stratégie d'un groupe coopératif meunier qui s'appelle Soufflé, qui est un acteur assez important du secteur et qui en fait s'est rendu compte que finalement pour lui c'était auparavant, donc, il récoltait toutes les variétés de blé en pur et il faisait son mélange de farine, de mélange après pour faire une farine de qualité homogène. Et ils se sont rendus compte, alors qu'ils freinaient des cas de fer avant, au final, ils se sont rendus compte que c'était plus intéressant pour eux de récolter directement des mélanges pour avoir une certaine stabilité. Et donc, eux, ils se sont lancés voilà, ils ont voulu inciter leurs membres, donc les agriculteurs membres, à cultiver des mélanges et ils l'ont fait même avant la transposition de la réglementation. Alors, ce qu'ils faisaient, c'est qu'en fait, ils le faisaient sous contrat avec leur... du coup, ça permettait de contourner cette autorisation de commercialisation. Ils le faisaient sous contrat. Donc, ils fournissaient des mélanges qui étaient donc de semences qui étaient en plus secrets. Hein, c'était le mélange meunier soufflé. Voilà, donc c'était eux qui connaissaient les proportions des variétés à l'intérieur. Je crois que les variétés étaient connues par contre. Et donc, ils fournissaient ces variétés à leurs agriculteurs pour qu'ils leur livrent des mélanges. Et apparemment, ils ont été assez partie prenante dans l'évolution de la réglementation. Et donc aujourd'hui, voilà, ils commercialisent, ils ont contribué à ce que la réglementation évolue là-dessus. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Moi, j'en avais une pour Virginie en attendant. C'était sur les questions de délégation de la certification. C'est quelque chose qui existe, ça existe en France au moins pour les grandes cultures. Je crois que les grosses unités de production de semences certifient, par exemple en blé, etc., peuvent certifier elles-mêmes leurs semences depuis un certain temps. Donc voilà, je voulais être sûr déjà que c'était correct, ce que j'avais en tête. Et voilà, c'était pour un complément sur ce que tu disais.
Tu as raison, hein, c'est tout à fait possible avec une sorte. Donc, il y a des taux de contrôle qui sont prévus par la réglementation, qui te disent c'est du 100% de semences de base, mais en revanche, on regarde que 5% de semences certifiées. Et puis, en fait, il y a un sujet technique, hein, mais il y a une réglementation européenne qui est passée il y a 6-7 ans sur le règlement contrôle officiel. Qui a vraiment vocation à ce que les autorités, en termes de contrôle sanitaire animal, sanitaire végétal, qu'est-ce qu'il embarque dedans aussi, je ne sais plus, mais en tout cas ces 2 piliers-là, soient de plus en plus délégués aux opérateurs. Et vraiment, la puissance publique n'intervient que pour contrôler derrière. Donc c'est un engagement non plus de moyens, mais de résultats. En gros, vous vous débrouillez, vous y prenez comme vous voulez. Mais nous, à la fin, on vient vérifier que votre truc, il est clean, que vos canards, ils sont bons, que votre plan de fruitier, il est bon, etc. Donc, c'est ce qu'on a vu arriver dans le cadre de l'analyse sanitaire, il y a quelques années, qui est maintenant valable dans un règlement santé des végétaux qui date de 2016. Or, la partie certification de l'identité variétale, elle n'est pas encore dans ce règlement contrôle officiel, n'est pas sous le périmètre règlement contrôle officiel. Et en fait, l'idée, ce serait de pouvoir le mettre dedans, dans ce périmètre-là, ce qui, du coup, emporterait non plus cet engagement de la part des opérateurs à suivre des différentes grilles, des différents points de contrôle que lui impose la partie, l'autorité compétente française, mais à se débrouiller comme il veut, il fait ce qu'il veut. En revanche, à la fin, on veut que ce soit tout à fait propre. Et c'est ce que veulent pas mal d'opérateurs français, essentiellement des grandes entreprises multinationales, qui te disent c'est bon, maintenant on est rodé, lâchez-nous, on a envie de faire ce qu'on veut. Promis, on se débrouille comme on veut, mais à la fin, on aura quelque chose de clean. Venez nous voir uniquement à la fin et ne nous embêtez pas à nous imposer des différents protocoles, différents points d'étape qui, chez nous, dans notre organisation, on ne fait plus ça comme ça, etc. etc. Donc, il y a vraiment c'est pour poursuivre le chemin qui n'est pas encore complètement finalisé sur la partie certification identité variétale notamment. Okay. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans l'assistance ? Merci pour cet exposé qui était très intéressant et très clair. Juste la question sur ce dont vous parliez. Au début, vous nous disiez que la législation était là pour protéger justement les producteurs. Est-ce qu'il n'y a pas une inversion dernièrement? Est-ce que ce n'est pas plutôt pour faciliter le travail des producteurs, des obtenteurs variétaux? C'est une bonne question que vous posez là. C'est une bonne question. Et je vous en remercie. Si je dois regarder la partie agriculture biologique, j'ai l'impression quand même qu'il y a une conjonction de lutte à la fois côté obtenteur et côté agriculteur pour demander cet assouplissement. MHB, variété bio adaptée à la production biologique. À la fois de la part des obtenteurs et notamment ce qu'évoquait Stéphane, ce qu'ils mettent régulièrement en avant, c'est le coût qu'on leur impose à préparer un échantillon qui passerait les fourches codines de la DHS, alors qu'en fait, eux, ils pourraient tout à fait fournir à leurs agriculteurs des variétés moins fixées parce que c'est ce qu'attend l'agriculteur. Et aussi parce que c'est des choses qu'on entend côté agriculteur en nous disant mais moi je veux un truc qui soit pas très fixé et je terminerai on va dire la fixité à la ferme en fonction de mon terroir à moi, de mes besoins à moi. Donc on a quand même l'impression que sur la partie agriculture biologique, il y a conjonction de lutte, ils se sont mis d'accord et cet assouplissement répond aux enjeux portés par les deux maillons de la chaîne. Est-ce qu'après, de manière à plus long terme, ils vont continuer d'y trouver leurs bénéfices? Je n'en sais rien. Sur la partie mélange, je pense que votre question est hyper pertinente, sur la partie bio aussi, hein, mais parce que ce qu'on va voir arriver, c'est qu'on va avoir arrivé
pléthore d'offres variétales, enfin d'offres de mélange auprès des agriculteurs. Et il n'est pas impossible qu'ils soient un peu paumés dans tout ça. Et donc qu'ils soient confrontés à du marketing de leurs vendeurs. Et avec un peu de chance, ce sera du bon marketing et le mélange aura une bonne valeur. Et avec un peu moins de chance, en fait, il aurait pu faire un autre choix si ce choix avait été fait éclairé. Et donc, ça repose la question autour de qui vient vérifier la valeur du produit mis en marché. Et je pense que votre question, elle est pertinente et je n'ai pas la réponse. Je peux faire quelques commentaires en plus. Je pense qu'un des intérêts quand même de toutes ces évolutions, c'est d'avoir ce qui était assez reconnu quand même et en tout cas dénoncé par des gens qui étaient un peu opposés au système un peu classique DHS, variété homogène, etc. C'était que c'était un système qui était bloquant. C'est-à-dire qu'on était un peu dans une espèce de carcan. On pouvait faire... c'était clair qu'il fallait, si on voulait introduire de l'hétérogénéité dans les parcelles, il fallait un peu assouplir ce système-là. Et la réglementation était bloquante. Cela dit, et c'était le point que je voulais te dire tout à l'heure, c'est que les mélanges, les agriculteurs peuvent les faire. Et dans les 12% qu'indiquait Aline tout à l'heure, je pense que la majorité, c'est des mélanges qui sont faits par des agriculteurs. Voilà. Donc, c'était bloquant, mais pas complètement, quoi. Voilà. Donc, il y a ce côté où, quand même, possiblement, certains agriculteurs vont y perdre, d'autres vont y gagner, mais il y avait quand même une demande qui était notamment des agriculteurs pour quand même débloquer un peu le système, quoi. Voilà. Et je pense que ça va dans le bon sens. Et puis, par ailleurs, pour ce qui est du marketing, faut quand même, il dépend énormément des marges qui peuvent être faites sur les semences. Et les autogammes, c'est pas des cultures qui font gagner de l'argent à la filière. Ce qui fait gagner de l'argent, c'est les hybrides. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait tant d'argent de ça mis sur le marketing de ces mélanges. Mais on verra. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions dans l'assistance, soit éloignées, soit dans la salle? Moi, j'en avais peut-être une aussi sur les... En fait, actuellement, on peut inscrire donc sur le catalogue français, si on est français. Mais est-ce qu'on a le droit, quand on est français, d'inscrire sur le catalogue, je ne sais pas, polonais? Et est-ce que tous ces catalogues, en fait, ont les mêmes critères de base sur la DHS? Voilà. Est-ce que ça serait plus facile pour un obtenteur français d'aller s'inscrire ailleurs parce que c'est plus facile? Merci. Vas-y, interviens, Adrien. En fait, ça va dépendre un peu des espèces. Par exemple, pour le blé, ça va être, vu qu'on a un marché en France via la boulangerie, tout ça, qui est très spécifique, on ne va pas aller inscrire forcément les variétés ailleurs. Par contre, pour le maïs, là où ça va être peut-être un peu plus européen et moins spécifique à la France, et ben oui, on peut aller inscrire dans d'autres pays. Et il y a des pays où c'est plus facile, où répondre notamment à la VAT, c'est plus facile qu'en France. Oui, tout à fait. Pour compléter ce que disait Adrien, donc la DHS est très standardisée au niveau européen. Et donc, il y a assez peu de latitude là-dessus. Il y en a un peu, mais il y a assez peu de latitude, alors qu'il y a beaucoup plus de latitude en termes de VATE, avec des critères qui, comme l'expliquait Adrien, peuvent être extrêmement différents d'un pays, d'un État membre à un autre. Ne serait-ce que parce qu'on n'a pas les mêmes pathogènes en France et en Pologne, ne serait-ce que parce que le gel n'est a priori pas le même en France et en Europe, etc., et en Pologne. Et donc que chaque État membre est libre de fixer les critères d'inscription en termes de VATE, à la fois les critères qu'il va évaluer et puis les règles de décision qui y sont associées. Donc, il y a cette légitimité à affiner les critères d'inscription VATE au niveau de chaque État membre.
Mais donc, le corollaire de tout ça, c'est que pour répondre à votre première question, même si vous êtes français, vous pouvez tout à fait demander une inscription en Pologne pour votre variété de blé. Et donc, il faudra que votre variété de blé passe les tests polonais avec les critères et les règles d'inscription. Et puis, dernier élément, pour vous donner aussi une dimension, ce qui justifie des écarts aussi dans les règles de décision et les protocoles VATE entre les États membres. On a parlé des critères agroécologiques, les critères agro-pédoclimatiques entre les États membres. Il y a aussi, quand même, il faut se le dire aussi, la taille de la surface agricole utile qui change beaucoup. Actuellement, une variété de maïs en France, elle va être expérimentée sur une quinzaine d'essais en VATE sur une année. En Slovénie, si vous mettez 15 essais, vous tombez quasiment sur la même parcelle à un moment donné. Donc, ils mettent beaucoup moins d'essais en VATE maïs que la VATE maïs en France. Et donc, par construction, le coût associé à l'expérimentation n'est pas le même. Et puis, je ne vous fais pas non plus de dessin sur les salaires roumains ou les salaires français. Et donc, on a des critères qui justifient, qui expliquent en tout cas cet écart entre les critères et les coûts associés à la VATE entre les différents États membres. Et il faut, juste en complément, donc ça va plutôt tendance, donc il y a un aspect purement de coût, comme vient de le dire Virginie, il y a aspect, ça tendance, enfin les témoignages qu'on avait entendus, c'est que ça freine un peu tous les critères environnementaux, en fait. C'est-à-dire qu'un pays qui mettrait une grosse exigence sur un critère environnemental pour lequel l'agriculteur ne tire pas forcément un grand bénéfice, mais c'est plus la société, c'est sûr que si le voisin ne le met pas, tout le monde va aller chez le voisin. Et donc, en anticipant ça, au niveau national, on ne va pas chercher trop loin, parce que de toute façon, on sait que si on fait une exigence trop forte sur ce critère-là, ça ne marchera pas. Donc, ça peut freiner de ce point de vue-là la mise en avant de certains critères. Après, l'autre chose, à l'inverse, pour modérer un peu ça, c'est qu'il faut savoir que toutes les variétés derrière sont retestées par les instituts techniques et sont retestées par les distributeurs de semences. Et donc, la variété qui ne vaut pas grand-chose, qui aurait été inscrite par ailleurs, du fait qu'elle va être retestée derrière, je pense que on s'en rendra compte. Et donc, c'est une stratégie qui est utilisée, mais elle a certaines limites, quoi. Voilà. Merci. D'autres questions? Ou on a épuisé? On peut partir. Si, il y en a une encore. Bonjour, merci pour votre présentation. Au début de celle-ci, vous avez, tout au long de celle-ci, mais vous avez beaucoup évoqué donc l'évolution de la réglementation MRV et le changement de responsabilité avec une responsabilité moindre en fait des pouvoirs publics au fur et à mesure de cette évolution de la réglementation. Je me demandais en fait quelles étaient les motivations de cette diminution de la responsabilité des pouvoirs publics au profit des acteurs de la filière. Merci pour votre question. Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse. On verra si côté Grenoble, vous avez la réponse. Je pense que pour un certain nombre de personnes, le passage par une vérification par l'autorité compétente est un goulet d'étranglement. Et donc, que si on veut libéraliser, si on veut offrir une plus grande variété, un flot plus important, il faut lâcher un peu du lest par rapport à ça. Je pense aussi qu'il y a une autre dimension qu'on va peut-être aussi voir apparaître dans le cadre de la réglementation MRV, c'est une tendance lourde à ce que il n'y ait pas beaucoup, voire même il n'y ait pas d'euros publics qui soient mobilisés pour des décisions administratives individuelles, des autorisations de mise en marché, qui sont utiles pour un opérateur économique. Et dit autrement, ça veut dire qu'en gros, le mouvement de fond côté Union européenne et États membres, c'est
de recouvrir à 100% les coûts engendrés par une intervention de la puissance publique par ce que vont payer les opérateurs dans les frais, en l'occurrence d'inscription au catalogue, mais ça pourrait être sur d'autres trucs. Et donc, à un moment donné, si on considère que, vous conjuguez ces deux éléments-là, je pense que la tendance de fond est à ce que la puissance publique se retire d'un certain nombre de réglementations au profit de la responsabilisation des opérateurs économiques. C'est vraiment une tendance de fond qu'on voit arriver sur vraiment d'autres domaines. On parle du végétal, mais il y a aussi plein d'autres domaines où il est de notoriété publique que cette tendance-là de l'État protecteur qu'on avait encore à l'issue de la Seconde Guerre mondiale est en train d'être revue au profit des opérateurs plus responsables qui vont eux-mêmes aller se contrôler et vérifier ce qu'ils vont mettre en marché. Est-ce que côté Grenoble, vous avez d'autres points de vue? Ouais, j'ai des petits ça va être des compléments. C'est que je pense que ce qui s'est passé, enfin, ce qui est reconnu en général, il y a plusieurs aspects là-dedans. Il y a un aspect, si on reste vraiment sur la semence, on va dire traditionnelle, semence DHS, etc. Enfin, voilà. Je pense que sur cet aspect-là, bien sûr, c'est très important. Le contrôle de la qualité de la semence est très important. C'est un produit très technique. Mais cela dit, je pense que ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, le secteur est arrivé à maturité. C'est-à-dire que faire ça il y a 30 ans, c'était peut-être prendre des risques parce qu'on n'avait pas les acteurs n'avaient pas une maîtrise technique suffisante qu'ils ont maintenant. Et donc, je pense qu'il y a un aspect de maturité du secteur et je pense que ça existe dans d'autres secteurs aussi, qui peut expliquer ça et qui est globalement quand même assez rationnel, quoi. Voilà. Et donc, c'était rationnel il y a 30 ans de plus contrôler au niveau public et ça peut être rationnel maintenant, vu que le système marche. Et de toute façon, il y a toujours des recours possibles s'il y a des erreurs. Donc voilà. Après, l'autre aspect, c'est que sur tous les nouveaux types, en fait, type MHB, etc., on voit en fait que la procédure est allégée. Et je pense que là, la logique, elle n'est pas tout à fait la même. C'est juste que je pense que la logique, c'est que si on commence à mettre des coûts très, très forts, en fait, on va tout bloquer. C'est-à-dire que si on veut décrire un peu trop dans le détail toutes ces variétés et imposer des règles sur la description, etc., on va tout bloquer parce qu'on est sur des niches de marché et que donc je pense que la logique est assez différente. Je pense que c'est plutôt basé sur le fait que faut laisser faire et on verra bien, quoi. Sachant qu'il y a une certaine volonté, enfin voilà, ça répond quand même à une attente des acteurs. Voilà, quand on regarde un peu tous ces réseaux autour de l'agriculture biologique, les échanges de semences, etc., ça a l'air de marcher quand même, quoi. Donc, mais je pense que la volonté, l'idée d'origine, c'est de ne pas bloquer ça parce qu'on est sur des petites niches de marché et dès qu'on va mettre des contraintes très fortes, on va mettre des coûts et donc on va empêcher certaines choses, certaines innovations de se faire, quoi. Voilà. Donc on est plus sur une certification, système plutôt que de produit, quoi, finalement. Oui. Même si je ne suis pas un grand spécialiste de ça, mais ça me semble, oui. Ça, oui. L'État est un organisme certificateur du process. Oui. Ouais, on donne des agréments, en fait. On donne des agréments à des organismes qui garantissent la qualité, en quelque sorte. Et on va les contrôler de temps en temps pour être sûr qu'ils ne fassent pas de bêtises.